bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce panel de Génium 360 intitulé « Génie et applications technologiques quantiques entre promesses et réalité ». Je m'appelle Oriane Morier, je suis journaliste technoculturelle, je suis fondatrice de l'entreprise Humanitech, puis je vais avoir le grand plaisir d'être l'animatrice de ce panel aujourd'hui. Le panel va durer environ 1 heure, on va avoir une période de 15 minutes de questions à la fin, donc n'hésitez pas à utiliser le module Q&A pour nous transmettre vos questions, puis également on va ouvrir les micros puis vous inviter à poser vos questions en personne à la fin du panel. Je voulais aussi vous dire que le panel va être disponible en rediffusion la semaine prochaine normalement, donc vous aurez l'occasion de le voir. Cette année, on va aborder un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'industrie actuellement, puis ce sujet, c'est le quantique. Et ce sujet va s'inscrire dans la thématique qui va orienter la programmation 2025 de Génium 360, qui sont donc technologies émergentes au Québec, de l'innovation à l'application. Nous allons donc parler de la technologie quantique et de ses applications, mais aussi d'autres sujets comme comment se préparer au quantique, quelles sont les opportunités et les enjeux du quantique, et bien sûr le rehaussement des compétences via la formation. On a structuré le panel en 2 grands axes qui vont être d'intérêt pour vous. Le premier axe, ça va être comment les technologies quantiques transformeront les industries du génie. Et le deuxième axe, quel rôle les ingénieurs peuvent jouer dans l'avancement des technologies quantiques. Pour aborder le sujet, j'ai vraiment la grande chance d'être avec 5 experts de renom dans le milieu du quantique. Donc, dans l'ordre des assises, Christian Sarabournais de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, Chloé Archambault de Quantaset, Alexandre Choquette d'IBM Quantum, David Roiguet de SB Quantum et Marie-Ève Boulanger de Ping 2. Je vous ai nommé là simplement, mais vous allez avoir l'occasion de vous présenter un petit peu plus amplement dans quelques instants. Donc, pour résumer un petit peu la situation, on va aborder dans l'heure qui va venir les applications technologiques quantiques concrètes et on va bien sûr faire la part belle au rôle des ingénieurs, puisque c'est vous qui nous écoutez aujourd'hui, dans le présent et le futur de ces applications. Et je vous rappelle que vous aurez la chance de poser vos questions dans les 15 dernières minutes du panel. Donc pour amorcer en fait le panel, je vais vous passer à chacun la parole. Est-ce que vous pourriez me dire, de façon concrète, dans 2 minutes chacun, qui vous êtes puis ce que vous faites? Peut-être Christian, je te donne la parole en premier. Merci Oriane. Donc très content d'être là aujourd'hui. Donc Christian Sarabournais. En fait, j'ai une formation en génie physique de l'Université Laval et ensuite maîtrise doctorat en génie des mines, métallurgie et matériaux, ainsi qu'un doctorat en génie électrique. Donc, je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir avoir la possibilité de parler un peu de ce qu'on fait et de ce qui se fait ici au Québec là, en quantique, ce qui est assez extraordinaire. Donc, mon rôle, je suis le directeur exécutif de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. L'Institut quantique, c'est plus de 40 professeurs maintenant, 250 étudiants et étudiantes gradués, une trentaine d'employés, donc une force de frappe assez importante. On parle ici de 4 facultés, 7 départements, physique, chimie, informatique, mathématiques, génie électrique, génie mécanique, génie chimique, sciences de politique appliquées, ce qui peut paraître assez intéressant, et école de gestion. Donc, vraiment une approche assez importante au niveau du quantique qui est assez large, interdisciplinaire, multidisciplinaire. Ce qu'on fait nécessairement à l'Institut quantique, de la recherche, du développement et un transfert technologique ensuite. Donc, c'est autant de la recherche fondamentale, mais comme on va pouvoir voir aujourd'hui, cette recherche fondamentale est devenue de la recherche maintenant appliquée et maintenant des technologies. Donc, nous, on vient former le talent et avancer les connaissances pour permettre cette nouvelle révolution quantique. Donc, j'ai aussi un second rôle de directeur scientifique de la zone d'innovation de Sherbrooke, district zone d'innovation quantique. On va pouvoir en parler un peu plus longuement plus tard. Merci Christian. Chloé? Merci Oriane. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, c'est Chloé Archambault. Je suis associée dans une firme d'investissement qui s'appelle Quantaset. Chez Quantaset, on investit dans des jeunes pousses, des startups, donc des très jeunes entreprises, mais pas n'importe lesquelles, en fait, uniquement dans notre cas, dans des startups qui développent des technologies quantiques, essentiellement au Québec. Donc, notre but, c'est de soutenir ces jeunes entreprises-là, les aider à devenir des leaders dans l'industrie quantique et des fleurons pour le Québec. Pour ma petite histoire personnelle, je suis graduée en génie physique aussi, de Polytechnique dans mon cas. C'est une longue histoire de dire comment j'en suis arrivée ici, mais disons que je suis tombée dans le monde des affaires assez tôt dans ma carrière, ça a été une passion pour moi. Je suis tombée dans le monde des startups. J'ai moi-même travaillé dans une startup en informatique quantique qui développe des ordinateurs quantiques pour m'amener, dans le fond, maintenant dans un rôle d'investisseur qui me permet d'allier ces 2 passions-là, la quantique, mais aussi faire des affaires. Puis, dans le fond, dans mon quotidien, on pourrait dire que j'ai un rôle qui est plus en finance, mais en fait, j'utilise encore tous les jours pratiquement mes compétences plus techniques
Puisqu'il y a des entrepreneurs qui viennent me présenter leurs projets, je dois être en mesure de comprendre ce qu'ils font, de comprendre comment ça se compare par rapport à l'état de l'art, de les aider à développer une roadmap, une feuille de route technologique pour aller à leurs produits. Donc, c'est un beau mariage pour moi de tout ça. Permettre de pouvoir le faire en quantique, c'est encore plus excitant. Excellent, merci Chloé. Alexandre, je te passe la balle. Oui, merci. Donc, Alexandre Choquette, je suis à la base physicien, donc un ancien étudiant de l'Université de Sherbrooke où j'ai fait un bac en physique puis une maîtrise en informatique quantique. J'ai ensuite travaillé comme chercheur dans différentes institutions, dont à IBM en quantique, mais aussi en milieu plus de start-up. Et maintenant, moi, je suis quelqu'un qui aime ça avoir plus une vision d'ensemble sur le domaine. Alors, quand tu es chercheur, c'est assez étroit comme vision. Alors maintenant, je gère les partenariats quantiques pour IBM Quantum au Canada. Donc, je suis basé au Québec, donc j'interagis énormément avec l'écosystème quantique québécois, donc on a commencé à décrire déjà aujourd'hui. Donc IBM Quantum, pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, donc on est probablement une des plus grandes compagnies impliquées dans le domaine de l'informatique quantique. Donc, on fabrique des ordinateurs quantiques, on les rend disponibles à nos réseaux de partenaires et au public. Donc, on a déjà au-dessus d'une vingtaine d'ordinateurs quantiques qui sont disponibles sur le nuage pour les gens qui veulent développer des applications dans différents domaines. Donc, on travaille beaucoup avec des industriels et aussi des académiques pour bâtir un réseau de partenaires qui travaillent sur ces différentes applications-là. Donc, on est impliqué en informatique quantique, mais aussi en cryptographie quantique. Donc, comme vous savez possiblement, donc l'informatique quantique pose également une menace sur la façon dont on fait de la cryptographie. Donc, IBM a été un des pionniers des méthodes de cryptographie qu'on dit post-quantique, donc pour se protéger contre les attaques quantiques. Et donc, on a aussi une offre pour aider les grandes entreprises à se protéger contre les futures attaques quantiques. Donc, je pense qu'on va parler d'un peu de tout ça dans le panel. Merci Alexandre. Donc, notre deuxième entrepreneur, David. Oui, bonjour tout le monde, David Roiguet. Je suis le PDG et fondateur de SB Quantum. SB Quantum, on développe des capteurs pour la Terre et l'espace, principalement dans le domaine de la magnétométrie quantique. Donc, mon background, c'est vraiment dans les capteurs quantiques. Donc, j'ai un PhD de l'Institut quantique. En fait, j'ai complété mon PhD avant même que l'Institut quantique soit créé et j'étais un des premiers projets de prototypage de technologie quantique pour aller vers plus des applications en dehors du laboratoire. Donc, certainement, je vais partager mon expérience au travers de ça. Chez SB Quantum, les applications qu'on vise, c'est tout ce qui est relié au champ magnétique terrestre. Donc, n'importe quel objet métallique ou magnétique va altérer la signature du champ magnétique terrestre. Et c'est ça qu'on mesure avec un niveau d'intelligence supplémentaire ouvert par les algorithmes, mais aussi par la précision inégalée de notre capteur. Donc, on regarde autant au niveau de l'exploration minière, de l'aérospatiale, de la défense et éventuellement naviguer comme les oiseaux le font avec le champ magnétique terrestre. Donc, c'est notre grande ambition. Merci David. Et last but not least, Marie-Ève. Oui, bonjour tout le monde, Marie-Ève Boulanger. Donc, rapidement, j'ai un parcours aussi en physique, comme la majorité ici des panélistes. J'ai fait mon bac en physique à l'Université Laval, puis par la suite, ma maîtrise et mon doctorat à l'Université de Sherbrooke. Je crois que j'étais dans les premières étudiantes quand l'Institut quantique, justement, a été créé. Puis maintenant, je travaille pour la plateforme d'innovation numérique et quantique, donc Pink 2. Donc, c'est quoi cette plateforme-là? C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par l'Université de Sherbrooke et le MEIE pour venir aider à accélérer la transition au départ numérique et à venir dérisquer justement la transition pour les compagnies qui désirent s'initier au quantique. Un des gros investissements majeurs qui y a eu lieu, c'est entre autres le partenariat avec IBM. Donc, Alexandre mentionnait tantôt que IBM Quantum a plusieurs ordinateurs quantiques à travers le monde. Donc, il y en a un qui est tout près, qui est à Bromont. Donc, que si n'importe quelle compagnie ou institution universitaire qui ont envie de venir l'utiliser, bien, ils passent entre autres à travers notre plateforme via ce partenariat-là.
Donc, le but, c'est oui de donner accès à la technologie quantique d'IBM, mais on a un objectif aussi plus large de venir donner accès à différents types de technologies quantiques. Donc, j'imagine qu'on va en parler un peu plus tard dans le panel, mais on ne sait pas encore exactement quelle technologie va venir briller, disons, ou devenir numéro 1. Donc, nous, on veut être un peu plus agnostique par rapport à ça. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous cinq. Donc, avant de plonger dans nos deux grands axes du panel, j'aimerais un petit peu mettre la table et de revenir sur un peu la base, là, ce que c'est que le quantique en général, puis comment l'industrie s'est développée ces dernières années au Québec. Christian, avec ta casquette de directeur d'un institut de recherche, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu la définition du quantique? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le quantique? OK. Bon, grosse commande, mais je pense que ce qu'il faut comprendre de la mécanique quantique, c'est une théorie pour expliquer l'univers dans lequel on est. Il faut déjà accepter que la nature est quantique. Et la mécanique quantique, c'est une théorie qui a maintenant plus de 100 ans et qui permet d'expliquer autant l'infiniment petit que l'infiniment grand, en fait. Et c'est une théorie extrêmement précise qui est assez intéressante du fait qu'encore aujourd'hui, elle nous impressionne. Donc, elle explique l'univers, le monde dans lequel on est, mais en plus, elle fait des prédictions qui, encore en laboratoire, nous permettent de faire des expériences où on révèle encore de meilleures choses au niveau de notre compréhension de l'univers dans lequel on est. Donc, ça a été un peu construit pour essayer de comprendre le monde subatomique, donc l'infiniment petit, des comportements qu'on n'arrivait pas à expliquer avec la mécanique classique, qui a permis de montrer, par exemple, le quanta, donc l'énergie n'est pas continue, mais bien finalement des paquets d'énergie. Et suite à ça, la compréhension de l'univers qu'on a eu, ou du monde dans lequel on était, nous a permis de mieux comprendre et ensuite développer des technologies qu'on utilise en fait à tous les jours. Donc, il faut bien comprendre quand vous vivez déjà dans un monde quantique et le quantique a déjà changé vos vies. La société des technologies de l'information dans laquelle on est avait un besoin de compréhension au niveau du quantique. Donc, je pourrais déjà vous donner l'exemple, par exemple, du GPS, qui nécessite des horloges atomiques. Sans la compréhension de la mécanique quantique, on n'arriverait pas à développer ce type de technologie. Mais d'autres choses, par exemple, l'imagerie de résonance magnétique, donc le spin des protons de l'eau qu'on utilise pour faire l'imagerie de résonance magnétique, bien, ça prenait une compréhension de ce monde-là subatomique. Mais aussi des technologies de tous les jours, donc en télécommunication, le laser ou toute l'industrie du semi-conducteur, donc vos téléphones, vos ordinateurs. À l'époque, quand on a compris la mécanique quantique, ça nous a permis de vraiment pouvoir développer ce type de technologie qui, aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne pourrait pas vivre dans une société sans ce type de technologie. Mais, et la raison pourquoi on est là aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a compris la mécanique quantique, on l'a acceptée, mais d'une certaine façon, pour développer ce type de technologie-là, on a laissé de côté des phénomènes un peu étranges de la mécanique quantique. On les a mis de côté, on a dit, bon, parfait, on a compris, mais on va utiliser ça. Les phénomènes un peu plus contre-intuitifs, on va les laisser de côté. Maintenant, pourquoi on parle d'une seconde révolution quantique et ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est que des phénomènes un peu plus étranges, comme la superposition d'états, donc avoir une particule, avoir un objet qui est dans deux états en même temps, ou qui s'en va dans deux directions en même temps, à deux endroits en même temps, c'est déjà contre-intuitif. Et aussi l'intrication, donc avoir deux particules ou qui sont à des très grandes distances, mais d'en manipuler une va avoir un effet sur l'autre. Des choses qui, pour nous, est assez difficile à comprendre ou contre-intuitif. À partir du moment qu'on ne regarde là pas plutôt comme une nuisance ou quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, mais plutôt comme une ressource, en fait, c'est une ressource d'information, bien, à partir du moment qu'on utilise ou qu'on exploite cette nouvelle ressource d'information, on peut développer de nouveaux types de technologies qu'on va discuter aujourd'hui, que ce soit l'ordinateur quantique qui a déjà été mentionné, mais tout un plan de développement aussi au niveau de la communication quantique et les capteurs quantiques. Donc, là, on a déjà eu une révolution quantique, c'est la société dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on parle d'une seconde révolution qui a aussi un effet, qui peut avoir un effet de technologie disruptive. Et c'est en exploitant ces phénomènes de superposition, d'intrication et d'interférence, la mécanique quantique nous amène qu'on peut développer ce nouvel type de technologie. Excellent, merci. Puis justement, dans cette seconde révolution, Chloé, toi, en tant qu'investisseur, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sujet-là? J'imagine que c'est parce que le quantique va au-delà de la recherche? Absolument. Bien, déjà, premièrement, on l'entend dans le discours, vous l'avez entendu dans ce que Christian a dit. Il y a 20 ans, on parlait de science quantique, maintenant on parle de technologie quantique. Donc, que ce soit l'ordinateur quantique, les capteurs, la communication, comme on l'a dit, on s'en va vers une technologie, donc quelque chose qui se rapproche d'un produit. Ce qui, personnellement, m'excite le plus, c'est qu'en ce moment, je dirais, on est en train d'assister à la naissance de réellement une industrie. Donc, ces technologies-là sont en train de sortir des universités. Il y a de plus en plus d'entreprises qui développent des produits, des technologies quantiques, que ce soit des petites, des moyennes, des grandes.
Il y a des investisseurs, j'en suis la preuve vivante, mais surtout, il y a des clients. Il y a des industriels qui, maintenant, sont prêts à payer pour utiliser ces technologies-là. C'est ça qui, en fait, une industrie, ça part à la base d'un client qui a un besoin, fait que c'est la base même. C'est sûr qu'on n'est pas au stade où on pourrait imaginer dans 10 ans, par exemple, ce qu'on rêve tous de faire, ou même ce qu'on rêve de faire, c'est peut-être encore plus longtemps, mais on n'est pas rendu là avec ce que les technologies quantiques peuvent faire, mais reste que les utilisateurs, en ce moment, comprennent que le train est en train de passer, puis s'ils veulent embarquer, c'est maintenant. Parce que s'ils attendent, le train va être déjà passé, puis ils vont être en retard. Puis on parle de technologies qui sont tellement disruptives que s'ils n'embarquent pas dans ce train-là, c'est ce qui peut faire la différence dans 10 ans, que leur compagnie soit passée d'un leader dans leur marché à, en fait, dernier de file, puis d'être fait dépasser par les autres compétiteurs. Donc, on est à ce point tournant-là, je dirais, où ça devient pertinent pour des investisseurs, mais pour l'industrie en général, de s'intéresser à ce sujet-là. Parfait, merci. Puis pour terminer cette mise de table sur le quantique avant de plonger dans nos axes de panel, Marie-Ève, avec le rôle d'accompagnement que tu fais au sein de Ping2, est-ce que tu pourrais nous faire un tout petit survol du quantique au Québec, des investissements des ministères, du développement de districts? C'est vraiment pour avoir le pouls en fait, du quantique au Québec. Oui, donc rapidement, Christian l'a mentionné très brièvement, il y a eu différents investissements au sein des zones d'innovation par le gouvernement du Québec et entre autres la création de la zone d'innovation quantique qu'on appelle District Q. Donc, c'est quoi cette zone-là? Là, physiquement, elle est basée à Sherbrooke et elle vient rallier différents acteurs du quantique de l'écosystème, autant du milieu universitaire avec l'Université de Sherbrooke, que des jeunes compagnies, que des jeunes startups ou des compagnies un peu plus établies là, comme Pascal ou IBM. Donc, le but, c'est d'avoir tous ces gens-là qui gravitent dans l'écosystème quantique du Québec en un endroit avec un point de repère pour favoriser les interactions et le développement plus rapide de cette technologie-là. Donc, nous, Ping, là, notre rôle, disons, là, en termes d'accompagnement, se situe plus autour de l'ordinateur quantique. Donc, n'importe quelle compagnie qui est intéressée par cette nouvelle approche, cette nouvelle technologie, bien, c'est de dire, OK, c'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voici différents acteurs qui peuvent venir vous aider, que ce soit au niveau universitaire ou en tant que partenariat avec différents membres de l'industrie. Puis, on essaie de créer justement les ponts et les connexions nécessaires pour que le projet arrive à terme. Là. Une chose aussi qui est importante de mentionner, c'est souvent un des rôles importants, c'est de, puis on va en parler avec le panel, c'est de venir un peu mieux expliquer puis défaire les mythes qu'il peut y avoir autour du quantique, puis de ramener aussi un peu terre à terre. Là. Il y a des grandes promesses, il y a des belles choses qui sont envoyées dans l'univers. Ça peut arriver, mais ça reste que c'est une technologie qui est excitante, qui est nouvelle, puis l'avenir va nous le dire là, en bout de ligne, c'est quoi les bons axes ou les bonnes approches. Là. Excellent. Merci beaucoup. Oui, Christian, bien sûr. Ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport à la position du Québec à l'international, c'est que d'un point de vue recherche, en fait, on n'a pas à rougir. Là. Donc, la réputation de la qualité de la recherche qui se fait en quantique, mais pas seulement à Sherbrooke, mais à Montréal et aussi à Québec, dans toutes les universités, c'est extraordinaire. On a une réputation incroyable au niveau de la recherche. Là, on est dans une situation où le gouvernement du Québec a décidé d'investir massivement, puis même bien avant le Canada, pour dire on veut une stratégie en quantique, on veut se positionner. On n'est pas dans une situation où on est en train de vouloir rattraper une situation. En fait, on est en avance sur le reste du monde. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui se font à ce niveau-là pour essayer de saisir cette opportunité-là. D'une certaine façon, c'est assez commun déjà au Québec où en recherche, on est excellent, mais après, c'est dans le transfert technologique et s'assurer que la création d'entreprises, la création de richesses se fait ici. Donc, on félicite le gouvernement du Québec vraiment d'avoir reconnu ça, mais on a vraiment besoin aussi de la communauté des ingénieurs justement pour réussir à faire cette transformation-là et qu'elle se passe ici. Excellent. Donc, on va y revenir. Je vous propose maintenant, en fait, de rentrer dans le vif du sujet, puis justement de parler comment les technologies quantiques vont transforment déjà, en fait, les industries où les ingénieurs sont actifs. Puis, je pense qu'en amont, c'est important de comprendre que le quantique va avoir des applications absolument dans tout, hein. L'automobile, le manufacturier, l'agriculture, l'informatique, etc., etc. Puis, pour partir d'un bon pied, on peut parler maintenant de où est-ce qu'en est le quantique actuellement au niveau de la recherche. Hein. C'est très actif, mais où est-ce qu'elle en est, cette recherche-là? Et pour cette question-là, je vais te repasser la balle, Christian.
Bien, c'est ça. Je pense que ce qui est assez fascinant dans les 20 dernières années, c'est que, bien, par exemple, pour l'Institut quantique, mais aussi la plupart des recherches, il y a beaucoup de mes chercheurs, en fait, qui, eux, font ce qu'ils appelaient de la recherche fondamentale. Puis aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas changé leur recherche, mais ils font de la recherche appliquée. À quel point, finalement, ça va vite. Donc, la recherche en quantique, c'est aussi la recherche au niveau des matériaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherche fondamentale qui se fait pour, encore une fois, c'est l'idée de vouloir comprendre le monde dans lequel on est. Et nécessairement, il y a beaucoup d'innovations technologiques qui sont basées sur notre meilleure compréhension des matériaux. Donc, on peut penser à l'efficacité énergétique ou développer des nouvelles technologies au niveau de la microélectronique ou des technologies de l'information. Donc, ça, c'est déjà un grand pan de la recherche qui se fait en quantique. C'est encore de la recherche, bon, physique de la matière condensée, comprendre la physique du solide. Ensuite, bien, depuis 20 ans, l'information quantique est devenue un nouveau domaine qui est, bien, il y a certaines découvertes qui ont fait en sorte, OK, bien, on a passé de théoriquement, c'est possible de faire un ordinateur quantique à maintenant, oui, c'est même possible de pouvoir le faire en vrai. Et maintenant, c'est plutôt une question même plus où, en tout cas, où et quand, en fait, c'est vraiment, on est rendu à ce niveau-là. Donc ça a vraiment explosé, autant de dire comment on va réaliser un ordinateur quantique, mais aussi l'autre question ensuite, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, je vais quand même prendre peut-être un petit 30 secondes là, pour essayer de bien expliquer où on place l'ordinateur quantique par rapport aux ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui. On ne parle pas ici d'une technologie de remplacement. Donc, en fait, ce n'est pas une innovation où on va avoir un ordinateur qui va fonctionner 20 plus rapide que ce que vous utilisez déjà. Donc, l'informatique classique va rester. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Un ordinateur quantique, c'est vraiment une technologie qui vient répondre à des questions auxquelles on n'avait tout simplement pas d'outils pour pouvoir répondre. Donc, des calculs mathématiques qui, par exemple, on peut estimer pourraient prendre 10 000 ans ou plus, en fait, pour faire un calcul. Des questions fondamentales en recherche, mais aussi très appliquées, en fait, dans plusieurs industries où, là, maintenant, on voudrait avoir la réponse, mais on n'a pas l'outil informatique pour le faire. L'ordinateur quantique vient répondre à ces questions-là. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on n'est pas en remplacement d'une technologie ou d'aller chercher une part de marché. On est en train de créer un nouveau marché à répondre à des questions auxquelles on n'avait tout simplement pas répondre. Il y a l'enjeu de la cryptographie, de la communication quantique aussi, qui est un grand axe de recherche. Donc, par rapport à l'Institut, on va toujours continuer à faire de la recherche fondamentale, mais l'enjeu ou la situation dans laquelle aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on peut réaliser un ordinateur quantique. La difficulté, c'est de le mettre à l'échelle, donc le mettre à une échelle où il va devenir utile. Donc là, on passe de la science à l'ingénierie. C'est là-dedans qu'on est. Au niveau de la communication quantique aussi, c'est des infrastructures qui sont assez importantes dans lesquelles on fait la recherche. Et dans donc 5-10 ans aussi, c'est bien beau d'avoir un ordinateur quantique, mais il faut avoir réfléchi à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Et là, on tombe plutôt en algorithmie ou en génie informatique. Et ça, c'est maintenant qu'il faut y penser, comme Chloé l'a dit. Il faut commencer à bâtir notre expertise maintenant parce que la technologie évolue très vite, en fait, même plus rapidement que ce qu'on pouvait penser avec les développements des dernières années. Donc, il faut s'y préparer maintenant, mais bâtir l'expertise, c'est très long. Et c'est bon, faire l'ordinateur, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est rendu la question du jour. Très bien. Donc, je vais juste insister, revenir là-dessus, et tu vas me confirmer. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que le quantique, c'est plus seulement de la théorie, c'est aussi des applications impactantes, c'est ça? Ça l'a toujours été, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Là. Mais là, en ce moment, on se retrouve devant une situation où on est en train de développer des technologies qui vont créer une disruption dans plusieurs secteurs de l'économie. Il faut s'y préparer maintenant. Parfait, merci. Donc justement, on va passer à des exemples de ces disruptions possibles. Puis on va commencer avec donc Alexandre. On va se tourner du côté de nos entrepreneurs. Alexandre, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que l'informatique quantique permet de faire actuellement avec ta casquette d'IBM Quantum? Oui, c'est une excellente question. Donc, pour rebondir un peu sur ce que mes camarades ont dit, l'informatique quantique, oui, c'est une révolution informatique, comme les GPU l'ont été, comme les AI l'ont été. Puis pour toutes ces révolutions-là, il y a eu un sentiment d'urgence aussi qu'il fallait adopter ces technologies-là. Mais la différence, c'est que l'informatique quantique, c'est la première révolution informatique qui a des promesses de gains exponentiels sur certains problèmes par rapport aux technologies classiques. Puis un bon exemple de ça, c'est tout ce qui est simuler la nature. Donc, comme Christian l'a dit, bon, la nature elle-même est faite d'atomes et de molécules qui eux-mêmes répondent à la physique quantique. Donc, avoir un ordinateur quantique qui vient simuler ces systèmes-là, la nature elle-même, c'est naturellement mieux adapté pour résoudre ça. Puis, un exemple concret de ça, c'est justement n'importe quelle simulation de molécules et matériaux. Par exemple, vous voulez trouver des nouveaux médicaments. Donc, pour trouver un nouveau médicament, en ce moment, la façon que c'est fait, c'est un peu de l'essai-erreur à échelle industrielle. Donc, on a un certain pouvoir prédictif avec des technologies, avec des algorithmes classiques, mais qui, généralement, sont peu performants pour la taille des problèmes. Donc, on génère des milliards et des milliards de molécules, puis on fait une espèce d'effet d'entonnoir jusqu'à temps qu'on ait quelques candidats pour des essais cliniques.
Si on pouvait faire toutes ces expériences-là très longues et coûteuses qu'on fait en laboratoire aujourd'hui, qu'on pourrait le faire dans un ordinateur. Donc, ça permettrait de non seulement sauver du temps, mais aussi de l'argent. Puis souvent, c'est du temps très précieux. On l'a vu pendant la pandémie de la COVID-19, à quel point c'était important d'avoir des solutions rapidement. Donc, ça, c'est un des bons exemples. Puis, pour être un peu concret, en ce moment, on a un gros partenariat avec le Cleveland Clinic, qui est un centre de recherche d'à peu près 3000 chercheurs en sciences de la santé, basé à Cleveland. Donc, eux, ils ont acquis un ordinateur quantique d'IBM. Donc, ça fait un peu surréel pour nous, les physiciens, de penser que maintenant, tu rentres dans un hôpital, puis la première chose que tu vois dans l'entrée, c'est un ordinateur quantique. Donc, ça fait un statement assez fort pour montrer que les technologies quantiques sont sorties des laboratoires, puis peuvent maintenant rentrer dans des applications concrètes. Donc, on fait un grand partenariat avec eux pour trouver des applications dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est en sciences de la santé. On a aussi énormément d'applications qu'on peut penser, par exemple, dans le domaine de l'énergie. Donc, en ce moment, si vous regardez tous les différents réseaux de grilles énergétiques au monde, ils ont tous à peu près le même problème. Il faut qu'ils se modernisent. Par exemple, il y a beaucoup de ces grilles-là qui reposent encore sur des vieilles façons de faire de l'énergie, comme par exemple le pétrole ou le charcoal. Mais maintenant, avec l'hydroélectricité puis les nouvelles technologies vertes, il faut les intégrer au réseau électrique. Puis aussi, avec la venue des voitures électriques puis les stations de chargement, ça vient mettre un stress assez important sur ces grilles énergétiques-là. Donc, ils doivent tous se moderniser. Sauf que l'affaire, c'est qu'ils peuvent juste le faire une fois. Ce n'est pas le genre de problème qu'on peut itérer énormément sur ça. Donc ça, c'est le genre de problème c'est le genre d'institutions qui sont prêts à attendre un peu plus longtemps puis s'assurer d'avoir une bonne solution. Donc, les technologies quantiques deviennent un bon outil pour eux parce que la plupart des problèmes qu'ils ont à résoudre, comme par exemple en optimisation ou même en simulation de matériaux pour les batteries, des trucs comme ça, c'est des technologies qui sont bien adaptées pour ça. Donc, par exemple, on travaille avec Hydro-Québec et aussi avec E.ON, qui est la compagnie qui gère la plus grande grille énergétique en Europe, en Allemagne, pour développer cette technologie-là. Là, j'en passe énormément, mais étant donné que l'ordinateur quantique est un ordinateur, donc ça, de la même façon que les ordinateurs classiques sont utilisés à travers tous les secteurs de la vie, on s'attend à ce que les ordinateurs quantiques vont également avoir un impact sur tous les secteurs. Parfait, merci beaucoup. Puis là, je vais me tourner vers David. Au sein de SB Quantum, est-ce que tu aurais des exemples concrets, puis des applications concrètes des technologies que vous développez? Oui, absolument. Je pense que c'est ce qui est intéressant des capteurs quantiques. En fait, c'est que les applications sont les mêmes que les capteurs classiques, excepté qu'on peut parfois voir plus loin, voir plus profond, voir des phénomènes beaucoup plus petits en amplitude, mais également d'avoir des mesures très précises de certains phénomènes. Ça peut être la mesure de la gravité, qui n'est pas nécessairement évidente à faire d'un point de vue absolu, à une échelle globale. Et dans notre cas, on se focalise vraiment sur le champ magnétique. Donc, une des applications, en fait, du champ magnétique, c'est la navigation. Le meilleur exemple, c'est une boussole classique qu'on utilisait auparavant, mais maintenant, on dépend de plus en plus du GPS. Mais le GPS dit où on est, il ne dit pas par où on pointe. Donc, on a encore besoin de boussoles. Maintenant, ils sont électroniques. On en a tous dans nos cellulaires. C'est ce qui dit sur Google Maps, là, la flèche bleue, par où on pointe. Donc, en fait, à tous les jours, on utilise une carte globale de champ magnétique pour savoir où est le nord. Donc, dans notre cas, chez SB Quantum, on utilise notre nouvelle technologie de boussole à base de diamants qui donne une directionnalité comme on a besoin pour faire de la navigation. Et tout ça d'une manière très précise. Et dans le cas d'un challenge américain qui s'appelle le Challenge MapQuest, on est une des 3 entreprises finalistes pour déployer notre nouvelle technologie sur un CubeSat et maintenir et bâtir cette carte de champ magnétique planétaire qu'on utilise à tous les jours. Et c'est important de le faire, en fait. Auparavant, c'est une carte qui était maintenue tous les 10 ans. Maintenant, c'est à chaque 5 ans parce que le nord magnétique se déplace plus le temps passe. Et supposément qu'on est dû pour une inversion de pôle magnétique dans les prochaines centaines d'années. On va voir ce qui va se passer à ce moment-là. Mais un bel exemple, c'est qu'en Alaska, il a fallu qu'ils repeignent l'orientation géographique sur une piste d'atterrissage de nord-est à est. En fait, tellement le nord magnétique se déplace.
Donc, il y a vraiment des applications concrètes et donc, dans un an, notre technologie va être sur un CubeSat et commencer à générer des données qui sont nécessaires pour produire cette carte de champ magnétique-là. Et ça ne serait pas possible avec des technologies classiques parce qu'ils dériveraient trop au travers du temps. Et donc, ça, c'est une application qui est peut-être moins de haute précision, mais à long terme, on pourrait imaginer une constellation de ces technologies quantiques-là pour bâtir différentes versions de la carte de champ magnétique avec différents niveaux de précision afin qu'on puisse naviguer uniquement avec le champ magnétique ou en collaboration avec d'autres technologies classiques dans des cas où le GPS pourrait être confondu, soit par un adversaire ou par de l'interférence électromagnétique, ou tout simplement jammé là, dans des zones de conflit. Évidemment, les conflits en Ukraine sont le meilleur exemple de ça. Les technologies autonomes sont de plus en plus adoptées. On peut penser aux drones aériens, aux drones sous-marins, même les petits robots. Ils dépendent tous du GPS, donc ça a créé une vulnérabilité quand même très grande pour un adversaire ou quelqu'un qui serait mal intentionné. Je peux aussi mentionner, on a exploré avec John Deere comment on peut utiliser le champ magnétique pour faire de la navigation autonome dans des cas où le signal serait dégradé. Donc, il y a aussi des applications, même jusqu'en agriculture, là, des technologies quantiques à terme. Puis ton deuxième exemple, vous utilisez aussi un magnétomètre, c'est ça? Oui, exactement. Donc, la même boussole quantique, on peut l'utiliser pour l'exploration minière. Donc, les gisements de métaux ou de minéraux stratégiques dont on entend souvent parler vont créer une altération du champ magnétique planétaire et révéler un peu la géologie du sous-sol. Et ça peut aller jusqu'à une bonne profondeur, jusqu'à 1 kilomètre de profondeur. Et donc, avec notre nouvelle technologie, en fait, on construit des réseaux de capteurs pour générer 9 fois plus de cartes que ce qui est possible conventionnellement, pour avoir une meilleure modélisation et mieux diriger le processus de carottage et trouver les minéraux stratégiques qu'on a besoin pour la transition énergétique. Merci beaucoup. Puis la sempiternelle question qu'on se pose, c'est quand est-ce que ces technologies-là vont véritablement révolutionner la façon dont on fait les choses? Quelle est la timeline, l'échelle de temps? Chloé, est-ce que tu aurais une petite insight là-dessus? Ça, c'est la question à $1 million. C'est pas tout le monde qui s'entend. 1 milliard. Je parle en mon nom uniquement. Je pense que, premièrement, sur où est-ce qu'on est, moi, je dis souvent qu'on est sur la pointe de l'iceberg où là, on commence tout juste à voir des cas d'application où il y a une taille de problème qui est adressée, qui est pertinente pour l'industrie. Évidemment, je vais nuancer ma réponse parce que c'est un peu différent. On a parlé de différents types de technologies. Pour les capteurs, ça s'inscrit, comme David en parlait, dans une industrie qui existe déjà. Ça remplace des capteurs qui existent déjà, fait que c'est un peu plus proche du marché. C'est aussi vrai en cryptographie. Fait que je vais me positionner un peu plus du point de vue de l'informatique quantique. C'est souvent dans ce contexte-là que cette question-là arrive. Donc, quand est-ce que ça va arriver? En ce moment, c'est les applications, disons, industrielles. Les gens commencent à se pencher là-dessus dans des secteurs encore très niches pour des problèmes très particuliers. Je suis convaincue qu'on va en voir de plus en plus. Enfin, on voit déjà que ça s'accélère dans la dernière année. Donc, d'ici 2-3 ans, on va certainement en voir de plus en plus. Ça va rester quand même sur des problèmes particuliers dans des industries plus spécifiques. D'ici, ça c'est ma prédiction, je pense que d'ici 10 ans, on va vraiment avoir de plus en plus de gens qui vont d'industrie principalement. Je ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde pour envoyer des courriels, soyons bien clairs. Donc, dans 10 ans, moi, je suis convaincue qu'il va y avoir de plus en plus d'industriels qui vont utiliser ces technologies-là. Je ne dis pas nécessairement que ça va être encore tout le monde, ça va être une adoption massive. Ça, c'est probablement plus dans les 15 à 20 ans, je me mouille. Mais c'est à peu près les horizons de temps que moi, je mettrais. Excellent. Est-ce que je me permets de rajouter? Bien sûr. Donc, une façon aussi de regarder les timelines, c'est de regarder c'est quoi les roadmaps technologiques que les différentes compagnies en informatique quantique ont. IBM, on a notre propre roadmap technologique, puis depuis qu'on l'a sorti en 2020, bon, évidemment, on a réussi à cocher toutes les boîtes, mais aussi, il y a de plus en plus de compagnies qui sortent des roadmaps. Puis quand tu superposes toutes les roadmaps, tu te rends compte que la plupart des compagnies prédisent qu'il va y avoir un genre de moment breakthrough autour de 2029, où on va transitionner des
là, je parle du point de vue informatique quantique. Donc, on va transitionner des ordinateurs quantiques qu'on dit pré-tolérants aux fautes, donc des ordinateurs quantiques d'aujourd'hui qui sont relativement bruyants, à des ordinateurs où on se met à corriger activement les erreurs qui occurrent pendant le calcul quantique. Donc ça va drastiquement augmenter la taille des opérations que les ordinateurs quantiques vont faire et forcément, ça va mener à des applications qui risquent d'avoir des avantages quantiques. Donc, 2029, ça s'en vient très vite. Puis, donc, si vous voulez commencer à bénéficier de ça, c'est comme aujourd'hui qu'il faut se mettre à programmer puis à apprendre à qu'est-ce que ça veut dire faire de l'informatique quantique dans votre industrie. Justement, on va en venir parce que moi, je me pose une question, c'est comment on peut se préparer à ce quantique-là? Chloé, tout à l'heure, mentionnait le train. Là, comment on fait pour sauter dans le train? Qu'est-ce qu'on fait quand on est une entreprise dans le génie pour prendre la vague du quantique puis dans le bon sens? Là, peut-être que Marie-Ève, tu aurais un insight là-dessus? Oui, bien, la première chose à faire, c'est de s'informer. Le type de panel comme aujourd'hui, je pense que c'est une belle occasion pour s'informer, savoir, OK, c'est quoi, là? On entend quantique dans les médias, là, on en parle beaucoup dans certains articles de journaux ou dans des nouvelles, mais c'est quoi? C'est quoi le quantique? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment est-ce que ça se traduit par la suite pour moi? Donc, premièrement, s'informer. Après ça, deuxièmement, mettons que ça vous intéresse en tant que compagnie. Vous êtes un ingénieur, c'est comme, wow, le quantique, ça va changer ma façon de faire puis ma façon de travailler. Bien, c'est qui chez vous, c'est qui à l'interne chez vous qui peut mener ce projet-là? Parce que ça reste une technologie qui est nouvelle, qui est une technologie qui est disruptive technology. Merci pour mon bon anglais. Donc, qui chez vous va amener justement ce projet-là pour venir convaincre souvent les têtes dirigeantes? Donc, étape 1, s'informer. Puis par la suite, bien, avec l'écosystème qu'on en parlait précédemment, mais l'écosystème est là puis il est prêt pour venir vous aider. L'écosystème en ce moment est vraiment avide de use case, de projets sur lesquels ils peuvent venir tester, que ce soit leurs prototypes ou leurs idées ou leur ordinateur, entre autres. Donc, si on peut avoir des projets concrets, puis on va venir les appliquer, bien, l'écosystème est là pour aider, supporter, puis voir si leur technologie fonctionne ou non dans tel ou tel domaine. Puis après ça, bien, c'est de se lancer. Là, ça reste en ce moment un risque, mais comme je pense que c'est Christian qui l'a mentionné tout à l'heure, le risque au Québec, il est bon à prendre parce que les efforts sont là. Le gouvernement ne veut pas, il a mis de l'argent dans ce projet-là. Donc, il y a un certain support, il y a un certain, je dirais, coussin pour prendre ce risque-là sans nécessairement trop se faire mal. Là. Donc, voilà mon insight. Merci beaucoup. Puis peut-être dernière intervention sur ce point-là. Je pense qu'à IBM Quantum, il y a de la matière là, il y a des documentations. Est-ce que tu voudrais en parler un petit peu, Alexandre? En général, ce n'est pas suffisant d'aller voir une compagnie et de leur dire « Voici un accès à un ordinateur quantique, amusez-vous ». Donc, la plupart comme on disait, les ordinateurs quantiques utilisent des règles fondamentales du calcul qui sont différentes. Donc, il faut apprendre ces règles-là, puis il faut savoir quel genre de programme, d'application est-ce qu'on peut construire en utilisant ces règles-là. Donc, oui, l'écosystème a un super bon support. Si vous êtes quelqu'un qui aime plus être assis à la maison et suivre des tutoriels et regarder des cours en ligne. Donc, IBM, on a une plateforme qui s'appelle IBM Quantum Learning, où il y a énormément de cours et de tutoriels que vous pouvez faire gratuitement. Puis, vous pouvez même utiliser des ordinateurs quantiques en faisant les tutoriels. Donc, vous apprenez, mais aussi avec une main sur le terrain. Donc il n'y a pas un manque de ressources pour apprendre l'informatique quantique. Je pense qu'avec tous nous, il y a à peu près tous les angles d'approche possibles et impossibles pour apprendre l'informatique quantique. Il suffit juste de trouver un peu de temps pour vouloir et de curiosité pour vouloir le faire. Parfait. Puis on va reparler un tout petit peu plus tard justement des différentes voies pédagogiques qu'on peut prendre pour ça. Donc maintenant qu'on a parlé en fait du rôle et de comment les technologies quantiques en fait vont transformer les industries où les ingénieurs sont actifs. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde la deuxième grosse partie de ce panel-là, c'est-à-dire le rôle que les ingénieurs peuvent jouer dans le développement de ces technologies-là. Justement sur la question du rôle de l'ingénieur dans le développement du quantique, Chloé, j'aimerais bien te passer la balle sur ça. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu as comme vision, justement? Absolument. Je dirais qu'en fait, je trouve que le quantique est trop souvent associé à un univers de physiciens, à tort. Évidemment, il y a beaucoup de physiciens dans ce milieu-là, mais si je fais un lien avec mon expérience personnelle, l'entreprise en informatique quantique pour laquelle je travaillais avant, basée à Montréal, Anion Systems, je travaillais dans une équipe d'ingénierie quantique.
Donc, c'est un terme maintenant, ça existe, des ingénieurs quantiques. Et même au-delà de ça, c'est une entreprise qui employait beaucoup d'ingénieurs électriques, mécaniques, chimiques, informatiques. Donc, les ingénieurs sont partout dans le développement des technologies quantiques. Même, je dirais que les ingénieurs, et je prêche pour ma paroisse, ont un avantage de ce point de vue-là. Je pense que de par leur formation, ils sont bien préparés pour penser en termes de produits, de robustesse, toutes des choses dont on a besoin pour amener ces technologies-là au marché. Et d'ingénierie système aussi, de voir un problème plus gros que seulement les détails scientifiques dans le fond. Donc, on a besoin de toutes sortes d'ingénieurs pour développer des technologies quantiques. On a aussi besoin des ingénieurs pour les adopter. C'est un énorme rôle et peut-être le plus important, en fait, que les ingénieurs peuvent jouer. C'est dans leur industrie spécifique, en fonction de leurs compétences, de voir qu'est-ce que les technologies quantiques peuvent apporter et d'être parfois ces champions-là à l'interne pour un adopteur de technologies. Ça prend des gens qui vont être capables d'amener ces idées-là au management, entre autres, de convaincre les dirigeants que ça vaut la peine de s'embarquer sur cette voie-là. Et aussi bien, de se familiariser. Il faut être capable de les intégrer dans les pratiques d'une entreprise. Donc, les ingénieurs sont les meilleurs, les mieux placés, je dirais, pour se les approprier puis les intégrer dans leurs propres produits. Il y a l'implémentation à faire dans les produits, souvent, d'une entreprise elle-même. Donc, les rôles sont à tous les niveaux pour les gens, peu importe qu'ils viennent du génie physique ou de d'autres disciplines du génie, je dirais. Vas-y. Je peux me permettre une anecdote. Donc, moi, ça, j'ai fait génie physique aussi à l'an 2000. Donc, pour ceux qui se souviennent, j'ai fait optique photonique, puis c'était un petit peu le crash à ce moment-là au niveau de la photonique. Donc, à l'époque, on disait génie physique, on fait à peu près tout, puis tout à peu près. Là. Donc, espoir pour ceux qui ont fait génie physique. En fait, le quantique est vraiment un domaine où les ingénieurs physiciens peuvent vraiment se retrouver. Fait que, let's go. Mais, donc, génie électrique, génie physique, évidemment, génie informatique, on en a parlé aussi. Là, mais, tu sais, comme Chloé l'a dit, justement, l'adoption. Donc, vraiment, de réussir à s'assurer de garder des antennes, que ce soit génie chimique, génie civil, dans les autres disciplines aussi, pour s'assurer de pouvoir faire des champions pour dire « Oh, ici, peut-être une veille technologique à faire » et aussi d'être patient à ce niveau-là. Mais let's go, génie physique. Excellent. Puis si on prend des cas concrets, là, chez IBM Quantum, puis chez SB Quantum, ils sont où les ingénieurs, puis quel est leur rôle? Puis on peut commencer par toi, Alexandre. Oui. Écoute, nous, on a des ingénieurs vraiment partout. Évidemment, comme Chloé disait, on fabriquait des ordinateurs quantiques. Au début, c'était quelques physiciens qui branchaient les quelques fils qu'ils savaient brancher. Ils utilisaient beaucoup même de soie dentaire dans les expériences de physique pour attacher les fils ensemble. Ça, on n'est plus vraiment là à ce niveau-là. Maintenant, évidemment, on a des ingénieurs qui sont rentrés dans le pipeline pour fabriquer des ordinateurs quantiques. Un bon exemple de ça, c'est les premiers produits d'ordinateurs quantiques qu'on avait. On pensait qu'on était limité à une taille de 50 qubits. Donc, les qubits, souvent, c'est le nombre de qubits indique un peu la taille de l'ordinateur quantique. Donc, on avait une configuration qu'on pensait être limitée à 50 qubits. Mais maintenant que les ingénieurs sont rentrés là-dedans, ils ont miniaturisé tout, puis maintenant, on est capable d'avoir la même configuration, le même volume, mais avec 1000 qubits qu'on est capable de mettre dedans. Donc ça, ce n'est pas ce qu'un physicien est capable de faire. Ça, c'est du côté du hardware. Ensuite, du côté du software, même chose. Au début, c'était les physiciens qui faisaient le software derrière les ordinateurs quantiques. Puis, si vous avez déjà vu un physicien coder, c'est pas ça que vous voulez si vous voulez en faire un produit commercial éventuellement. Donc, évidemment, on a des ingénieurs du logiciel qui sont rentrés là-dedans. Puis, le code qu'on a, donc qu'on appelle Qiskit, qui programme les ordinateurs quantiques, donc l'interface entre l'utilisateur et la machine. Maintenant, c'est un code qui est au standard industriel, qui est ultra rapide. Donc, on a mis énormément d'efforts de ce côté-là. Donc, ça, c'est de notre côté. Donc, les ingénieurs qui sont chez nous pour fabriquer tout ce qu'on a besoin de faire pour rendre les technologies dans les mains des utilisateurs. Et ensuite, du côté des utilisateurs, même chose. Au début, c'était dans les mains des physiciens parce que c'est eux qui comprenaient qu'est-ce que ça voulait dire, faire de l'informatique quantique. Mais maintenant, on est capable de créer des niveaux d'abstraction qui font en sorte qu'on n'a plus besoin de comprendre exactement c'est quoi la physique derrière les ordinateurs quantiques pour les utiliser. Donc, de plus en plus, on fait du code qui est déjà pre-packagé, qui vraiment réduit la barrière d'entrée pour programmer les ordinateurs quantiques. Donc, maintenant, tranquillement, pas vite, on s'en va vers un niveau où un scientifique
par exemple, ou un ingénieur qui n'a pas besoin de comprendre l'ordinateur quantique, va juste faire des appels à certaines fonctions qui vont venir accélérer son calcul. Donc ça vient de drastiquement réduire c'est quoi le coût en temps et ressources pour se mettre à utiliser les ordinateurs quantiques. Donc, même d'un point de vue des utilisateurs, avant, par exemple, une partie de ma job, c'est de me promener dans différentes universités puis d'aller voir qu'est-ce que les chercheurs font avec les ordinateurs quantiques. Avant, je rencontrais juste des physiciens, puis maintenant, de plus en plus, je rencontre des ingénieurs, puis on se met à connecter avec les départements de génie du logiciel ou même des départements de sciences qui ne sont pas, évidemment, pas de la physique. Juste la semaine, en fait, hier, je reviens d'un trip à Memorial University of Newfoundland. Et là-bas, les personnes qu'on a rencontrées, donc à peu près un groupe de 40 étudiants, un groupe qui fait de la télécommunication, donc qui travaille sur les nouveaux réseaux sans fil 6G, puis toute la technologie qui va autour de ça. Donc, c'est des problèmes parce que tu as besoin d'avoir des dizaines de millions d'utilisateurs sur les mêmes nœuds de télécommunication. Donc, c'est des problèmes ultra complexes. Et eux, ils se tournent vers les technologies quantiques pour résoudre ces problèmes-là. Pas des physiciens, mais ils ont une connaissance approfondie de leur domaine, mais ils se mettent quand même à considèrent quand même utiliser les ordinateurs quantiques. Donc, ça montre un peu où est-ce qu'on en est rendu à ce niveau-là. Merci, Alexandre. Puis toi, David, chez SB Quantum, ils sont où les ingénieurs, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partout. Ils sont partout. On aime beaucoup les ingénieurs, donc étant donné qu'on est beaucoup plus proche du développement de la technologie elle-même et son déploiement terrain. Donc, dès le jour 1, même avant que la compagnie soit fondée, on s'est intéressé au prototypage de la technologie. Donc, étant au postdoc, je me suis entouré d'ingénieurs électriques, de candidats à l'ingénierie électrique, alors qu'ils étaient même stagiaires avec moi. Maintenant, ils font partie de l'entreprise. Donc, vraiment, on a eu une approche vraiment axée sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour développer la technologie quantique et pas attendre la perfection, ce qui est un peu plus le réflexe des physiciens. Donc, en fait, le meilleur exemple, je pense que je peux donner, c'est que notre lead d'innovation qui va guider les prochaines itérations de notre magnétomètre à l'interne, c'est un ingénieur électrique. Ça fait extrêmement longtemps que je travaille avec lui. Et par contre, le reste de son équipe, c'est majoritairement des physiciens. Donc, et souvent, il me dit, ça prend 10 ingénieurs pour garder en laisse un physicien. Parce que les physiciens sont très bons pour creuser dans quelque chose de bien précis, mais à la fin de la journée, est-ce que ça répond aux requis? Est-ce qu'on va avoir une amélioration de performance? Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on investisse tout ce temps-là dans ce work package-là bien précis? Donc, une fois que l'innovation a été un petit peu dérisquée par l'équipe d'innovation, immédiatement, ça s'en va dans les mains du génie électrique et ensuite de l'instrumentation pour vraiment prototyper la technologie, la qualifier. Donc, les ingénieurs jouent un très, très grand rôle. D'accord. Puis justement, dans ce rôle-là, est-ce qu'on peut creuser un tout petit peu, de nous donner des exemples concrets des actions de ces ingénieurs-là? Il y en a beaucoup. Il y a un cas que j'aime bien mentionner. Donc, on a eu un projet en collaboration avec le CNRC à Ottawa, avec l'Université McGill et avec SB Quantum, évidemment, sur comment on peut améliorer les performances de nos dispositifs en pompant les spins nucléaires qu'il y a dans le diamant. Donc, c'est un peu technique. Mais dans le fond, c'était une barrière pour augmenter la sensibilité de nos dispositifs. Donc, on est passé, en dedans d'une année, d'un concept qu'on a testé en laboratoire à l'Université McGill avec majoritairement des physiciens. Ça nous a permis d'anticiper c'est quoi le gain qu'on pouvait obtenir avec ce pompage de spin nucléaire. Ensuite, on a amené ça à l'interne chez SB Quantum. L'équipe d'innovation a refait une passe pour savoir, avec notre dispositif, en fait, on a commencé à faire des tests sur le coin d'une table, quasiment, avec des circuits qu'on pouvait acheter en ligne pour voir est-ce que ça se traduit vraiment par le même gain dans nos dispositifs. Et ensuite, on a fait toute l'électronique et intégré à notre dispositif en dedans d'un an. Donc, closer la boucle d'un concept qui était très bas maturité technologique jusqu'à TRL7 et vraiment un système qui maintenant est déployé sur le terrain. Et ce n'est pas un prototype qu'il faut faire attention. Là. Donc, on l'a qualifié pour un lancement de fusée sur SpaceX parce que ça s'en va dans l'espace dans un an. On l'a qualifié en température, on l'a qualifié même en radiation. Et c'est vraiment au travers de toutes ces rondes-là d'ingénierie qu'on commence aussi à distinguer c'est quoi les avantages de la technologie quantique qu'on n'aurait peut-être pas vu initialement.
Donc, dans notre cas, de la manière que le système est opéré, le diamant permet une grande latitude par rapport à la dérive des composants classiques. Donc, on n'aurait pas pu pressentir ces avantages-là avant d'aller creuser jusqu'au prototypage. Donc, c'est vraiment une approche qui a été très bénéfique là, pour nous. Oui, vas-y, Chloé. Souvent, là, dans un produit quantique, la partie quantique, c'est une toute petite partie de ça. C'est une petite puce quelque part dans une plus grosse machine. Parce que pour voir des phénomènes quantiques, souvent, il faut aller dans des conditions assez poussées, soit de très basse température ou très bas niveau de vide. Et donc, on prend une petite puce, puis on met un énorme système autour de ça. Et ça, c'est des ingénieurs qui le construisent. Souvent, c'est des ingénieurs mécaniques qui doivent faire l'ingénierie de ce système-là pour que la petite puce qui fait le travail au final puisse fonctionner. Il faut amener des signaux. Donc, ça va être des ingénieurs électriques ou optiques. Donc, il y a aussi ça, il faut le voir plus que le dispositif quantique lui-même. C'est là que les ingénieurs rentrent. Moi, j'ai tendance à dire, justement, à des stagiaires en génie mécanique ou génie électrique, tu veux le cahier des charges le plus difficile, bien, viens en quantique. Donc, puis aussi, ce qu'on développe ou ce qu'on innove, que ce soit process de signaux ou même aussi au niveau des vibrations, le travail qu'on fait au niveau de du shielding, donc les boucliers qu'on installe autour de nos systèmes, c'est des cahiers des charges qui sont très élevés. Mais le développement qu'on fait et l'innovation qu'on fait à ça, on se rend compte en fait qu'après, on peut en faire des produits qui s'en vont aussi dans des marchés qui sont tout à fait classiques. Donc, au niveau du génie électrique, par exemple, au niveau de l'électronique de contrôle, c'est l'électronique de contrôle de très haute précision, faible bruit. En fait, on se rend compte après qu'il y a d'autres industries qui en veulent. Donc, ce que j'ai tendance à leur dire, venez nous voir parce que vous allez avoir des défis. Mais ensuite, après, ça permet d'aller dans les autres secteurs. Merci beaucoup. Pour la dernière partie de ce deuxième acte, je vais vous emmener un tout petit peu ailleurs. Là, si on regarde qui on est, on voit qu'il y a quand même une parité assez exacte, exceptionnelle. On a 3 hommes, 3 femmes. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas en quantique. Et j'aimerais bien qu'on parle de la représentation des femmes puis des minorités dans le quantique. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter cette représentation-là? Marie-Ève, est-ce que tu as quelques idées sur cette question? Oui, donc effectivement, la parité, du moins, on dit en quantique, mais c'est vrai que c'est un problème plus large en sciences et génie, mais elle n'est pas encore atteinte. Donc là, les actions concrètes qui peuvent être prises en charge, c'est une facile, c'est d'augmenter justement ce bassin-là. Donc, à la maison, vous connaissez sûrement des jeunes femmes ou des enfants qui désirent, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, ils vont à l'université, cégep, etc. Bien, de parler, de regarder ça, c'est un nouveau domaine, c'est un domaine qui est émergent, qui a tout à construire. Donc, la part justement des femmes et des minorités, elle est nécessaire et elle est, à mon avis, extrêmement importante, surtout qu'il y a tout à faire, puis de passer par-dessus ou de faire fi justement de la moitié de la population. Bien, je pense que ce serait un échec en termes de talent, puis un échec aussi en termes de produits, parce que les produits ou même les applications ne peuvent être que meilleures si toute la population peut être impliquée justement là, dans son développement. Donc ça, c'est une action qui est facile. Le panel aujourd'hui, bien, juste d'en parler, tout simplement. Puis après ça, bien, il y a différentes actions plus concrètes là, qui peuvent être prises, que ce soit au niveau des programmes universitaires, que ce soit au niveau de termes d'accessibilité, au niveau même des compagnies. Là, lorsque vous avez votre propre compagnie, que ce soit une start-up. J'aime bien l'exemple de la start-up parce que souvent, tu pars tes 2-3, puis la façon dont tu vas définir c'est qui ton prochain employé, bien, ça va avoir un gros impact sur comment ta compagnie va être définie. Je donne un exemple très bref. Là, tu as 2 hommes blancs qui partent une compagnie X, qui engagent quelqu'un qui lui ressemble, un ami, et un autre ami. Et là, tu dis, oh non, je suis passée à côté de la diversité. Puis là, tu as 20 hommes blancs, là, je suis dans la caricature, là, qui travaillent pour toi. Donc là, ça va être encore plus difficile de venir attirer des gens des minorités ou des femmes dans le domaine parce que la représentation, bien, elle n'est tout simplement pas là. Donc, d'avoir cette pensée-là, dès le début, bien, je pense que c'est extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sensibles, mais il reste encore beaucoup d'efforts à mettre en place. Là. Excellent, merci. Puis Christian, as-tu quelques idées aussi pour attirer les talents? Bien, ouais. Premièrement, moi, je suis très optimiste. Là, donc, un peu comme Marie-Ève l'a dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle industrie qui se construit là, en ce moment. Donc, voici une occasion où on peut changer les choses. Donc, je vais aller plutôt par notre expérience au niveau de l'Institut quantique, puis de la recherche que je dirais quand même souvent en physique ou dans des instituts de recherche comme le nôtre. Donc, c'est des instituts de recherche souvent qui cherchent l'excellence, mais aussi l'excellence et la performance à un point assez extrême.
Ça amène à de très grands résultats, mais en fait aussi, ce que ça a créé avec le temps, c'est ce qu'on appelle un billet de survie, là. Donc, nécessairement, les personnes qui y travaillent ont passé à travers, ils ont monté nécessairement au-dessus de d'autres personnes, et c'est ce qu'ils ont connu, et c'est ce qui souvent reflète ou reporte au niveau de leurs étudiants et étudiantes. Donc, c'est important pour nous, comme institut de recherche, de voir comment on change aussi notre façon de faire, notre façon de définir l'excellence, puis la façon que la recherche peut se faire. Donc, déjà, à la base, il faut que nous, on change nos pratiques pour s'assurer de, OK, la santé mentale de nos étudiants et étudiantes, on sait que déjà, au niveau de dépression ou anxiété, au niveau des études graduées, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé, en fait, que dans la population générale. Donc, c'est à nous aussi à faire une introspection de la façon qu'on regarde la recherche, puisque c'est un domaine qui a été toujours axé sur la performance. Nous, on a un travail à faire. Mais en plus de ça, ce qu'on remarque aussi, c'est que oui, on veut bien recruter, mais il faut que le pool de talent soit disponible. Puis ce qu'on se rend compte avec les différentes initiatives qu'on fait au niveau de Curieux Quantique, c'est qu'on va dans les cégeps, on va dans les écoles secondaires, même on veut aller au niveau du primaire. Donc nous, quand on arrive pour recruter, en fait, déjà au niveau du cégep, de certaines façons, souvent, il est déjà trop tard. Il y a déjà une séparation qui s'est faite dans des disciplines comme mathématiques, informatique ou physique. Donc, ça allume aussi quelque chose qu'il faut, OK, il faut aller encore plus bas au secondaire, au primaire. Et là, ça devient plutôt un objectif, je pense, en termes de société, d'intéressement à la science et au génie. Et nous, bon, on veut participer à ce niveau-là. Si le quantique est assez intéressant et excite les jeunes, bien, parfait, on va rentrer dans les écoles. Mais nous, on est plus maintenant dans un rôle où on réalise, en fait, notre rôle maintenant, en tant que pour la société, c'est plutôt au niveau de l'intéressement de la science. Et à long terme, espérons qu'on puisse transformer ça. Mais moi, ce qui me rend optimiste, c'est déjà aussi de voir à quel point c'est des jeunes qu'on a aujourd'hui qui sont en train de changer la société, puis qu'à l'intérieur de ces entreprises-là, il y a cette conscientisation déjà au départ au niveau de l'embauche, nouvelle industrie. Donc, moi, je suis assez optimiste. Parfait. Puis deux dernières petites questions pour terminer cet axe-là. Pour les gens qui nous regardent là, si ils voulaient faire leur premier pas dans le quantique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y aurait des recommandations? Peut-être ton avis, Chloé, là-dessus? Bien, on y a déjà touché. Le plus important, c'est de s'y intéresser. Après, chacun peut avoir sa façon de le faire. Il y a toutes sortes de ressources disponibles. Il y a des cours en ligne, il y a des tutoriels. Comme on l'a dit, il y a des ressources chez Pink, il y en a chez IBM. Plusieurs formations qui se donnent, formations webinaires, séminaires, tout ce que vous voulez à l'Institut, autant pour le grand public que des formations plus spécialisées. Donc, chacun peut, je pense, peut y trouver son compte, sa façon d'apprendre. Un outil que je trouve très intéressant, qui n'a pas été mentionné à date, c'est des hackathons. Il y en a régulièrement qui sont organisés. L'Institut en fait un à chaque année. Le plus souvent, il n'y a aucune connaissance en quantique de nécessaire pour s'y inscrire. Il faut connaître les bases de la programmation. La majorité des ingénieurs ont déjà ça de toute façon. Puis à travers ça, bien, c'est une façon d'apprendre à utiliser ces outils-là, puis de rentrer. Puis ensuite, bien, je dirais, c'est aussi de réseauter. On est une communauté très ouverte, je pense. Donc, si c'est un domaine qui intéresse les gens, il y a plein d'événements de 5 à 7 et autres qui s'organisent. Venez nous rencontrer. En fait, c'est une industrie qui a besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a une soif, je pense, de rencontrer des nouveaux mondes puis d'intégrer d'autres communautés parmi nous. Parfait, excellent. Puis justement, tu viens de mentionner des formations. Peut-être en dernière question, là, j'aimerais bien te repasser la balle. Christian, tu pourrais nous parler un petit peu plus justement des formations qui se passent à l'Institut Quantique? Oui, bien, déjà, à la base, le besoin en talent de l'industrie est vraiment criant. S'il y a quelque chose sur lequel on s'entend au niveau de l'international, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, en général, l'industrie embauche des PhD, des postdocs, et le nombre qu'on peut former, en fait, est sur le cycle d'entraînement que ça prend, qui est souvent de 8 à 10 ans. Ça ne fonctionne tout simplement pas avec l'évolution du domaine qui est là. Donc, il faut aller chercher des nouvelles façons. Donc, à l'Université de Sherbrooke, on a lancé un nouveau baccalauréat en sciences de l'information quantique. Donc, on forme déjà les meilleurs physiciens, physiciennes, les meilleurs ingénieurs électriques, mécaniques, de toute façon. Donc, le nouveau baccalauréat s'adresse plutôt à des gens qui voudraient programmer sur les ordinateurs quantiques. Donc, ça, c'est une façon qu'on a trouvée d'essayer de dire, est-ce possible de réussir à pouvoir nourrir l'industrie quantique d'une autre façon. Mais aussi, on a réfléchi déjà, on n'y arrivera tout simplement pas, même aussi de cette façon-là. Donc, déjà, on travaille beaucoup sur des formations professionnalisantes. Donc, des ingénieurs, des physiciens ou des scientifiques de différents domaines qui voudraient faire un pivot dans leur carrière et venir intégrer l'industrie quantique. On cherche à trouver des façons de créer des formations professionnalisantes qui ne sont pas éternelles, donc on ne vous redemandera pas de refaire un PhD nécessairement, mais donc de trouver une façon d'aller chercher une certification et créer un pivot au niveau de la carrière. Parce qu'on réalise que
encore une fois, l'expérience des gens qui sont déjà en carrière, qui sont déjà sur le terrain, serait une richesse incroyable pour cette industrie-là. Donc, ils ont déjà vécu aussi ce qui est de partir d'entreprise, par exemple, ou de travailler dans différents secteurs. On va être nourri de cette énergie-là. Donc, c'est important pour nous en ce moment de voir comment on peut faire à l'Institut quantique. Donc, il y a plusieurs formations au niveau d'ateliers qu'on organise. Les hackathons, c'est une façon. Les ateliers qu'on peut donner dans vos entreprises aussi. Alexandre aussi a mentionné au niveau d'IBM. Pink aussi offre des formations. Donc, ça, on peut le faire directement dans vos entreprises, vous aider aussi à développer vos feuilles de route technologiques au niveau de la veille technologique. Puis il y a aussi beaucoup d'activités grand public auxquelles je vous invite à venir nous visiter. On est vraiment ouvert à ce niveau-là pour vous faire connaître les opportunités. Puis d'ailleurs, il y a des formations 3 qui s'en viennent là à l'hiver avec Génium 360, c'est ça? Exactement. Donc, on a des formations qui sont faites pour vous, les ingénieurs, qui vont avoir lieu au niveau de janvier, février et je crois mars. En tout cas, je crois que c'est dans les diapositives que vous avez en ce moment qui tournent pour la présentation. Merci beaucoup. Donc, ça conclut en fait la période de mes questions pour vous, mais je vous propose maintenant d'ouvrir tout simplement les questions du public. Je vous invite à ouvrir vos micros puis à les poser directement. Je vais aussi les prendre sur l'écran qui est là puis me faire votre voix. J'ai une première question de Denis Beaulieu, donc de décrire le mariage possible ou existant entre les technologies quantiques et l'intelligence artificielle. Quelqu'un veut-il prendre cette balle? Oui, Alexandre? Je pense que je vais la prendre. Oui, c'est une excellente question. C'est définitivement une des questions qu'on se fait poser très souvent. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la technologie quantique, je vais parler ici plus d'ordinateur quantique. Donc là, on parle d'une technologie qui est du hardware. Okay? Donc, c'est une machine. Et l'intelligence artificielle, c'est du software. Donc, c'est difficile de comparer les deux un à côté de l'autre. La question, c'est plus, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour le développement de l'informatique quantique et vice-versa? Qu'est-ce que l'ordinateur quantique va amener à l'intelligence artificielle? Donc, est-ce qu'un jour, on va être capable de rouler une intelligence artificielle dans un ordinateur quantique? Puis la réponse, c'est oui à toutes ces questions-là. Donc, on travaille déjà, on a déjà plusieurs partenariats avec des instituts de recherche en intelligence artificielle, dont le MILA, pour se pencher sur ces questions. Donc, il y a vraiment les experts mondiaux en informatique quantique et en intelligence artificielle qui se penchent là-dessus. Des exemples concrets, en ce moment, par exemple, nous, chez IBM, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour optimiser les calculs quantiques. Donc, quand tu écris un programme quantique, tu vas l'écrire en tant qu'humain, donc tu vas l'écrire d'une façon que tu vas comprendre, mais au final, l'ordinateur quantique ne va pas comprendre exactement toi ce que tu écris. Donc, on doit compiler tout ça, mais cette tâche de compilation-là est difficile. Donc, en ce moment, on utilise des méthodes d'intelligence artificielle pour le faire. Sinon, il y a une grande communauté de quantum machine learning, donc d'intelligence artificielle quantique, qui se penche sur la question de qu'est-ce qu'un ordinateur quantique va pouvoir amener à l'intelligence artificielle. C'est un domaine de recherche qui est très actif en ce moment. Il y a énormément de promesses, en fait, pour ça, mais ça reste quelque chose qui est relativement heuristique. Donc, il y a peu de résultats théoriques rigoureux qui montrent que, oui, l'ordinateur quantique va améliorer l'intelligence artificielle, mais on a plusieurs évidences qu'on va être capable, par exemple, d'entraîner des modèles en utilisant moins de données ou encore être capable de trouver des corrélations dans les données que les ordinateurs classiques ne sont pas capables de chercher de par la nature de leur fonctionnement. Donc, c'est un sujet très actif, très chaud. Donc, oui, excellente question. On a une deuxième question de... Ah, est-ce que tu voulais prendre... Si je peux ajouter, du côté des capteurs, en fait, l'IA, c'est un outil pour nous. On l'utilise, en fait, à plusieurs couches. On l'utilise pour améliorer notre technologie, améliorer les interprétations. Et maintenant, on l'utilise vraiment comme un outil pour nous rappeler c'est quoi la physique qu'on aurait peut-être manqué. Donc, raffiner notre compréhension du système au fur et à mesure qu'on développe, établir les corrélations pour qu'on ait vraiment la performance optimale. Donc, c'est utilisé comme un outil. Je vais ajouter quand même aussi, qui dit intelligence artificielle dit aussi, bien, ça dépend de la qualité de tes données. Donc, les capteurs quantiques aussi, avec une meilleure sensibilité, une meilleure résolution, peut aussi faire en sorte que les modèles, en fait, sont plus précis. Excellent. Deuxième question de Bastien Dumas. Est-ce qu'il est possible de donner en fait un peu plus d'exemples de grandes questions ou de problèmes en fait de la physique dont on n'avait pas de réponse et qui pourraient être élucidés, enfin, du moins en partie là, avec le quantique? Ouais.
ça va si je le prends, ça? Donc, je vais y aller avec deux exemples. Puis l'exemple, en fait, le premier, c'est la raison pourquoi on est tous là aujourd'hui, d'une certaine façon. Et on va remercier M. Shor. Donc, un mathématicien, à une époque, a regardé un peu, si j'avais un ordinateur quantique, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Puis il a commencé à s'amuser un peu pour voir, si j'avais cette ressource-là, je pourrais réussir à factoriser des grands nombres premiers. Donc, on parle ici d'un mathématicien, on pourrait dire, avec un objectif tout à fait théorique, un peu venir s'amuser. Le lendemain matin, il se fait appeler, il dit tu es en train de me dire qu'on peut briser tous les codes de cryptographie actuels? Il a fait ben oui, c'est vrai. Et là, soudainement, panique générale. Donc, est-ce qu'un ordinateur quantique est possible? Donc, est-ce que vraiment il y a une technologie qui pourrait briser tous les codes de cryptographie qu'on utilise en ce moment au niveau de la distribution des clés? Tout ça est parti, encore une fois, est-ce que c'est une application au départ? Non, c'était vraiment seulement, lui, s'amuser avec un problème mathématique qui est en fait la factorisation des grands nombres premiers. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à pouvoir faire avec un ordinateur classique et qui est très facile à faire avec un ordinateur quantique. Donc, beaucoup de questions de ce type-là, l'ordinateur quantique peut réussir des problèmes mathématiques complexes pour les résoudre. Donc, mais on est parti d'un problème complexe mathématique à directement une application qui a vraiment stimulé le domaine pour essayer de voir est-ce qu'on a un problème ici qui s'en vient à ce niveau-là? Mais d'un point de vue plus au niveau de la physique, il faut bien comprendre, encore une fois, la nature est quantique. À partir du moment qu'on veut simuler des atomes, des molécules, on veut simuler vraiment parfaitement, c'est-à-dire tous les états, par exemple, des protons, des électrons, etc. On est obligé de faire des approximations avec les ordinateurs classiques qu'on utilise à ce moment. La molécule la plus complexe qu'on peut simuler avec les calculateurs de haute performance, c'est déjà assez limité. Donc, d'un point de vue d'un institut de recherche comme le nôtre, au niveau de la physique de la matière condensée, on est déjà très limité sur ce qu'on peut vraiment simuler parfaitement. Donc, des exemples de technologies ou d'applications sur lesquelles on travaille activement depuis très longtemps, c'est la supraconductivité, un phénomène quantique qui, encore aujourd'hui, on n'arrive pas à percer le mystère complet à ce niveau-là. Et on est convaincu que l'ordinateur quantique, ce qui va nous permettre de vraiment pouvoir simuler parfaitement comment la matière se comporte, déjà va nous permettre d'avoir une compréhension et, on l'espère, pouvoir développer des supraconducteurs à température pièce qui pourraient vraiment révolutionner la façon qu'on fait le transport de l'énergie. Merci. Un exemple très terre à terre aussi. Donc, pour rebondir sur le côté que l'ordinateur quantique peut être utilisé pour simuler des matériaux, il y a tout plein de matériaux, entre autres des catalyseurs qui rentrent dans la fabrication chimique des matériaux, certains qu'on utilise tous les jours, qui sont essentiels. Un autre exemple, c'est les fertilisants, les engrais, les fertilisants. C'est assez incroyable, en fait, la quantité d'énergie et de ressources qui vont sur la Terre pour produire ces matériaux-là. Et donc, ça, c'est des exemples, comme je dis, très terre à terre, dans l'agriculture, où l'ordinateur quantique peut nous permettre de trouver des meilleurs matériaux pour ces domaines-là. Excellent. C'est vrai qu'on a un panel sur le quantique, on a fait preuve d'une certaine technicité. Là, on a utilisé des termes techniques. Puis d'ailleurs, je voulais vous remercier pour votre effort de vulgarisation. Quand vous les avez utilisés, vous avez vraiment défini. Il y a certaines petites interrogations et notamment, on a une question sur c'est quoi un CubeSat? Je peux répondre. C'est un standard créé par Stanford de taille de satellite. Là, dans le fond, c'est un cube avec une arête de 10 cm. Et vraiment, de créer ce standard-là, ça a vraiment stimulé toute l'industrie aérospatiale. Parce que soudainement, on avait accès à des ordinateurs de bord, des modules de gestion d'attitude standard pour ce standard de taille-là. Donc, ça a beaucoup stimulé l'innovation, puis on fait partie de ce mouvement-là. Ça nous a permis de bien scoper c'est quoi les requis pour notre technologie. Donc, merci. Une quatrième question de François Blais. Comment est-ce qu'on communique avec un ordinateur quantique? Écran, clavier, est-ce qu'il y a des interfaces particulières? Je peux apprendre. Dans le fond, vous prenez une carte perforée quantique. Oui, c'est ça. Non, on n'est plus là exactement. Donc, tout se fait par le cloud, par le nuage. Donc, vous n'avez évidemment pas besoin de vous déplacer pour programmer un ordinateur quantique. Nous, on développe un logiciel qui s'appelle Qiskit qui permet de développer, contrôler les ordinateurs quantiques. Donc, tout ça, c'est programmé en Python. Donc, un programmeur qui connaît bien le Python devrait être relativement rapidement capable de programmer les ordinateurs quantiques. Donc, on a une plateforme en ligne qui s'appelle IBM Quantum Platform, où est-ce que vous pouvez envoyer les calculs directement, soit en ligne de commande, soit à travers la plateforme directement. Au niveau il y a une question aussi sur le niveau des logiciels. Donc, oui, si vous êtes un chercheur assez poussé en quantique, vous allez encore programmer à l'étape des 0 puis des 1. Donc, vous avez vos différents qubits, puis vous mettez les portes logiques quantiques. Donc, ça, c'est l'équivalent des portes logiques classiques, mais on a la même chose en quantique.
Donc, on est vraiment à ce niveau-là si vous êtes un programmeur assez avancé. Par contre, depuis, je dirais, la dernière année, on a travaillé à beaucoup encapsuler des blocs de code qui vous permettent de faire des niveaux d'abstraction sur c'est quoi le hardware que vous utilisez, c'est quoi les algorithmes sous-jacents qui sont utilisés. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas nécessairement se pencher sur la question d'optimiser tous les petits détails, vous pouvez juste faire des appels à ces fonctions-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les Qiskit Functions. Donc, on a fait des partenariats avec différentes startups en logiciel quantique qui, eux, ont une expertise dans un domaine particulier. Donc, par exemple, on en a un partenaire avec une startup au Japon qui s'appelle QNASYS qui fait une fonction de chimie. Donc, là, à ce moment-là, en tant que chercheur, vous faites juste rentrer la description de votre molécule que vous voulez simuler. En fait, vous pesez sur Play, puis à la fin, vous obtenez les différents niveaux d'énergie, donc les résultats du calcul. La même chose en machine learning quantique et aussi en optimisation. Donc, vous rentrez une description de votre problème, puis vous obtenez les résultats. Donc, on en est là à ce niveau-là. Un peu de la façon que la question était posée aussi, pour essayer un peu de donner une idée de quoi ça a l'air, un ordinateur quantique pour l'époque. On est un peu comme quand même dans les balbutiements de ce qu'avait l'air aussi l'ordinateur classique au début. Donc, si vous veniez à l'Institut, vous verriez, bon, déjà des réfrigérateurs à ébullition, mais aussi le paquet de fils, des câbles, des quoi que ce soit. Et il faut vraiment comprendre qu'un ordinateur quantique risque d'avoir une très grande taille. Là. Vous n'en aurez pas un dans votre téléphone, par exemple. Ça risque plus de se retrouver, par exemple, dans des centres de données où c'est un peu l'utilisation qui est là. Puis aussi, historiquement, si on regarde par rapport à l'informatique classique, où on est rendu, l'informatique classique a commencé de la même façon, c'est-à-dire ce qu'on appelle, je ne sais pas l'expression en français, full stack. C'est-à-dire que la plupart des entreprises qui designaient autant le processeur, le firmware, ensuite le software et les applications, en quantique, on a vécu ou on vit la même chose. Et là, on est rendu à cette étape, à peu près dans le domaine, où on commence à avoir une fragmentation de ce full stack. On ne parle plus de ça en classique maintenant. Il y a ceux qui font les processeurs, puis ensuite, il y a ceux qui font les applications, etc. Et là, on commence à voir ce que Alexandre mentionnait au niveau de l'abstraction, avoir cette fragmentation, au lieu qu'on sort des entreprises qui se créent, qui viennent se spécialiser à différentes couches à ce niveau-là. Par exemple, je pense que Pink est un bon exemple aussi de situation où c'est une bonne porte d'entrée au niveau de l'abstraction, aussi d'accès à différentes infrastructures d'ordinateurs quantiques où ce n'est pas nécessaire nécessairement de comprendre le phénomène quantique qui fait en sorte que ceci est un bon qubit ou celui-là est un bon qubit. On peut programmer sur ces ordinateurs-là et avoir un niveau d'agnostic que Pink peut offrir. Je vais nuancer un petit peu ce que Christian a dit, par exemple. Tout à fait raison que la plupart du temps, les ordinateurs quantiques sont assez gros. Là, on parle d'un garde-robe, un bon walk-in à peu près, là, comme dimension. Par contre, c'est pas vrai que, oui, à l'Institut, il y a des fils, etc., mais il y a quand même des entreprises, IBM étant un bon exemple, mais il y en a d'autres, qui ont maintenant des produits packagés, en bon français, où il y a un contrôle automatisé du système, etc., où on ne voit plus les fils. Il y a des fils en dedans, mais, mais on n'a plus besoin d'aller jouer avec les fils. Faire sur les autres couches par la suite. T'sais, on n'est plus au 0 PD1, mais moi, en tant que physicienne, je dis on est encore à l'étape 0 et 1. Du sens qu'il reste encore énormément de travail à faire pour rendre ça plus accessible et utilisé par différentes personnes sans qu'ils comprennent la nature en tant que telle d'un qubit. Parfait, excellent. J'ai une toute dernière question qui traite plutôt de cybersécurité. Quand est-ce qu'on peut s'inquiéter en fait de l'utilisation du quantique pour menacer tout simplement la sécurité de nos systèmes informatiques? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui... Je vais apprendre ça là, mais tu continueras. Mais tu sais, je pense qu'il faut s'inquiéter maintenant. Mais je ne veux pas non plus créer une inquiétude démesurée. C'est-à-dire qu'on sait que la taille d'un ordinateur quantique tolérant aux fautes qui serait en mesure de craquer les codes qui sont disponibles en ce moment, on n'est pas là demain matin. Là. Donc, il y a différents horizons en fonction des experts dans lesquels on pourrait se parler. 10 ans au minimum, selon moi, mais je pense même que c'est au-delà de ça. Cependant, un concept qui est très utilisé dans le domaine pour bien comprendre la menace, puis c'est important que vous puissiez le savoir dans vos différents secteurs, c'est ce qu'on appelle Store Now, Decrypt Later. C'est-à-dire, en ce moment, il y a des États qui, par exemple, font seulement emmagasiner toute l'information qui circule à ce moment-là en se disant, lorsque j'aurai l'ordinateur quantique, je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir casser les codes qu'il avait utilisés à l'époque, puisque c'est des clés publiques. Donc, si vous êtes dans un secteur ou une industrie qui, par exemple, vous déployez des capteurs ou peut-être des voitures intelligentes et peut-être que le mot de passe que vous avez mis est d'une sécurité assez faible et vous n'avez pas la possibilité de pouvoir mettre à jour plus tard
un protocole de sécurité qui vous permettrait de vous protéger contre des attaques, ça peut être un danger. Donc, par exemple, si vous déployez une voiture peut être 30 ans sur le circuit routier, bien, c'est le genre de choses qu'il faut déjà penser. Donc, il y a des capteurs aussi, on peut penser à certains capteurs chinois avec des mots de passe qui vous permettent d'avoir accès à tous les capteurs instantanément. Si on commence à faire des bâtiments intelligents et mettre ça dans des situations, bien, pensez-y maintenant si dans votre secteur, c'est des choses qui pourraient avoir une durée de vie aussi longue que ça. Donc, ce serait ma réponse. Je rajouterais juste là-dessus, fait que oui, dans tout ce qui est infrastructure ou système qui va rester en place au-delà, souvent on prend la ligne de 10 ans. C'est peut-être optimiste, mais la question c'est est-ce qu'on peut se permettre de prendre le risque si ça arrive, si les choses avancent vite et que c'est prêt dans 10 ans. L'autre endroit, c'est en fait même dans des infrastructures, de TI, de télécom industriels, c'est que la transition est excessivement longue pour adapter les systèmes de cybersécurité, même à l'intérieur d'une entreprise. Donc, il faut se poser les questions maintenant parce que juste faire cette transition-là, ça peut prendre facilement 5 ans et plus. Donc, c'est maintenant qu'il faut se poser ces questions-là, en particulier pour les informations qui vont avoir une valeur critique encore dans 10 ans. Merci beaucoup. Le défi en ce moment n'est pas technologique. On sait exactement comment se protéger contre les attaques quantiques. Le défi est dans l'adoption de cette technologie-là. Donc, souvent, les entreprises ne savent même pas c'est quoi toute leur structure de cryptographie, où est-ce qu'ils utilisent la cryptographie aujourd'hui, c'est quoi les points de vulnérabilité. Donc, il y a un grand travail d'introspection chez les entreprises, de comprendre c'est où les possibles vulnérabilités, puis ensuite de venir remédier à ces vulnérabilités-là avec les méthodes de cryptographie post-quantique qui existent déjà. Excellent. Eh bien, écoutez, ça clôt notre beau panel d'aujourd'hui. Je voudrais remercier chaleureusement donc, nos 5 panélistes de s'être déplacés quand même de Québec et de Sherbrooke pour être avec nous aujourd'hui. Donc, Christian Sarah-Bournet, Chloé Archambault, Alexandre Choquette, David Roiguet et Marie-Ève Boulanger. Merci beaucoup à vous 5. Merci également à nos partenaires d'aujourd'hui, Desjardins et La Personnelle. Et merci à vous surtout en fait, d'avoir suivi ce panel de Génium 360. Je vous invite d'ailleurs à répondre dès maintenant à notre sondage de satisfaction. Le lien devrait apparaître dans le clavardage maintenant, puis vous allez le recevoir également par courriel par la suite. Je vous rappelle également que le panel d'aujourd'hui va être disponible en fait en rediffusion sur le site de Génium dans les prochains jours. Et vous allez normalement recevoir une attestation de formation également pour ceux qui étaient présents. Restez également à l'affût parce que Génium 360 vous prépare des activités, de belles activités pour l'hiver 2025. Donc, on a une série de 3 webinaires qui s'en viennent sur les technologies innovantes, disruptives, émergentes. Et bien sûr, merci d'avoir assisté à l'AGA, merci d'avoir assisté à ce panel, puis à très bientôt pour de nouveaux contenus.